va peut-être commencer. Et pour en plus les faire languir un petit peu plus, je pensais qu'aujourd'hui on pouvait faire justement une petite introduction à la recherche au laboratoire et que c'était l'occasion de vous faire un bref parcours dans les thématiques qui sont abordées à l'Observatoire océanologique de Banyuls, de manière à vous montrer le contexte dans lequel ces étudiants travaillent. Donc, le laboratoire Arago, comme vous le savez, c'est une des 3 stations marines de Sorbonne Université. Sorbonne Université est le nom que notre tutelle a pris il y a encore peu de temps, lorsque l'UPMC a rejoint Sorbonne pour former une université plurithématique dont la visibilité était donc meilleure au niveau international. Sur ces 3 stations marines, dans ces 3 stations marines et sur le campus de Jussieu, travaillent des laboratoires qui, dont le thème de recherche est consacré à la mer. Cet ensemble, en fait, forme environ 700 chercheurs, techniciens et ingénieurs qui interviennent en sciences marines. Sur Banyuls, en fait, nous sommes 180 personnes. L'observatoire est dirigé par Vincent Laudet, aidé de 2 directeurs adjoints, Yves Desdevises pour l'enseignement, si ça marche, Yves Desdevises pour l'enseignement et Franck Lartaud pour la recherche. Ils sont en charge, ils ont la responsabilité de cette fédération de recherche qui est en fait organisée principalement autour des 4 unités de recherche sur lesquelles je vais revenir après, qui ont elles-mêmes chacune leur directeur, mais également les services autour de cela qui correspondent aux différentes missions qui nous ont été confiées par nos tutelles qui sont Sorbonne Université bien sûr et le CNRS. Première de ces missions, l'observation. Vous savez peut-être qu'en fait il y a plusieurs sites d'observation en face de notre observatoire, que une d'elles se trouve au niveau de la zone côtière, l'autre au niveau de la zone hauturière, et des données physico-chimiques mais aussi biologiques sont relevées régulièrement, données qui sont ensuite collectées dans des bases de données et données et laissées à l'usage des chercheurs qui en ont besoin, ouvertes donc à toutes les thèmes de recherche et aux différentes personnes qui en auraient besoin. Il y a bien sûr un service d'enseignement. Il y a 19 enseignants-chercheurs qui exercent tant sur le site que sur le campus de Jussieu. Pour accueillir les étudiants, mais aussi des chercheurs de passage, il y a un service d'accueil. Vous connaissez le bâtiment rouge, qui sont en fait des gorgones qui enlacent un restaurant et des chambres. Cet ensemble est susceptible d'accueillir environ 80 personnes, qu'il s'agisse donc, comme je vous le disais, d'étudiants ou de chercheurs de passage. Il y a également de la médiation scientifique. J'entends par là en fait le biodiversarium sous ces 2 composantes, à la fois l'aquarium public et le jardin botanique qui se trouve dans les hauteurs de Banyuls. Il y a depuis maintenant le dernier quinquennat la dernière mission qui nous a été confiée, qui est celle du développement économique, qui est en fait l'intention, disons l'objectif de notre université et de nos tutelles, de nous ouvrir encore plus sur le milieu industriel et également d'aller vers la société pour chercher des supports financiers pour la recherche. Tout cet ensemble qui se trouve donc au niveau de la fédération de recherche est appuyé par des services communs et des plateformes techniques. Dans ces plateformes techniques, on trouve des moyens à la mer, de l'imagerie, de la chimie, de la biologie moléculaire, de l'aquariologie bien sûr, et de l'informatique. Tout cet ensemble, 4 unités de recherche et les services qui sont autour, font partie en fait d'un consortium de stations marines européennes, qu'on appelle EMBRC pour European Marine Biological Resource Center, qui comprend en fait 23 instituts répartis sur 10 pays européens, dont le siège en fait de de la coordination se trouve à Jussieu, à Paris. L'objectif de cet ensemble est d'offrir un accès au modèle biologique marin pour l'ensemble de la communauté scientifique et aussi de faciliter la venue et le passage de chercheurs étrangers d'une station à l'autre pour des objectifs de recherche. Mais venons-en aux 4 unités de recherche. Alors on les appelle des unités mixtes de recherche, parce qu'en fait elles ont 2 tutelles, donc les mêmes, le CNRS
et Sorbonne Université. Leurs thématiques s'étendent des molécules aux écosystèmes, en passant par les cellules, par les organismes. Et c'est elle que je vais vous présenter brièvement par la suite. Si je prends la première d'entre elles, par ordre alphabétique, l'unité de biologie intégrative des organismes marins, elle est en fait organisée autour de deux thématiques de recherche. La première, développement et évolution. En fait, qu'entend-on par là? La question que se posent les 4 équipes, ou 5, je ne me souviens plus, qui travaillent dans cette unité sur ce thème-là, est comment se construit un organisme au cours du développement. Comment vont se mettre en place les différents organes qui le constituent, comment les gènes qui sont organisés en réseau vont piloter cette organisation, comment ces gènes ou ces réseaux ont évolué au cours du temps, se sont adaptés au cours de l'évolution, et est-ce que les espèces que l'on a actuellement ont des réseaux de gènes qui pilotent cette organisation identique ou sont-elles différentes? Alors, vous aurez plusieurs exemples de cela illustrés par les doctorants après. Pour travailler donc, dans ce domaine-là, les équipes ont choisi des modèles pertinents aux différentes étapes de l'évolution, plus exactement de l'arbre de la vie, et qui s'étendent des invertébrés jusqu'aux vertébrés. On y voit par exemple en Fioxus, un céphalocordé, les tuniciers, la cidie, par exemple de la lamproie, la pitroussette, et le petit dernier né qui est arrivé avec notre directeur, le poisson clown, qui est le modèle qu'utilise son équipe pour étudier les mécanismes de la métamorphose. À côté de ces 4 équipes se trouvent 3 autres équipes qui, elles, s'intéressent plutôt aux interactions et qui s'intéressent en particulier aux microalgues. Pourquoi? Parce que dans les années 90, il y a eu une découverte importante faite au laboratoire, et nous avons ici un de ces découvreurs qui a en fait mis en évidence une petite algue, Ostreococcus tori pour étant de thon, qui à l'époque était le plus petit organisme eucaryote connu et qui est devenu donc l'objet d'étude d'une équipe. Après avoir découvert cette algue au niveau des dents de thon, on s'est rendu compte qu'en fait on en trouvait au moins des algues de cette famille à peu près surtout dans toutes les mers du globe, et à ce moment-là les équipes ont travaillé sur la génétique des populations de ces microalgues. Après, ils se sont aperçus, et ils travaillent encore sur la génétique des populations de ces microalgues, ils se sont aperçus que ces microalgues pouvaient être infectées par des virus. Les virus sont des micro-organismes dont on ne connaissait pas il y a encore quelques années l'abondance qu'ils ont réellement dans le milieu marin. Maintenant, on sait qu'ils sont des micro-organismes très importants, et ils ont alors étudié quelles étaient les interactions entre virus et micro-algues. Puis, ils ont cherché à savoir en fait quels sont les mécanismes immunitaires qu'ont développé ces micro-algues vis-à-vis des virus. Alors de cette équipe, en fait, est plus récemment née une autre équipe qui, elle, s'intéresse aux interactions hôtes-parasites, et dans ce cas, il s'agit d'hôtes de type vertébrés. Vous en aurez un exemple tout à l'heure présenté par une des doctorantes. Alors, ces équipes se retrouvent en fait autour de modèles marins non conventionnels, ce dont je viens de vous parler, et également sur des approches similaires, beaucoup d'études de phylogénie, d'évolution. Et d'ailleurs, Yves Desdevis, que vous voyez ici, était venu l'année dernière vous parler justement d'évolution et vous présenter les types de projets que l'on peut traiter avec. Il se retrouve également sur des approches techniques ou de type génomique, biologie moléculaire, etc. Alors, l'unité de recherche comprend 36 chercheurs et ITA et 10 doctorants. La suivante est le laboratoire de biodiversité et biotechnologie microbienne. Ce laboratoire a une particularité, c'est qu'en plus des 2 tutelles, qui sont également les tutelles des autres unités, Sorbonne et CNRS, ils sont associés à Pierre Fabre. Ce laboratoire cette unité s'intéresse également aux interactions, et en particulier travaille sur les micro-organismes, essentiellement bactéries, mais aussi lichens.
Ils étudient la biodiversité de ces micro-organismes, mais ils étudient aussi leur chimiodiversité. En effet, ces bactéries produisent des petites molécules, des métabolites secondaires, dont la fonction est importante. Ces petites molécules peuvent servir à la communication, elles servent à la structuration du microbiote, lorsqu'elles servent de communication entre les bactéries, mais elles peuvent aussi servir aux interactions entre micro-organismes et macro-organismes. C'est le cas des symbioses. Et des symbioses, Raphaël Lamy, vous en avez également parlé l'année dernière lors de l'une des conférences. Enfin, il s'intéresse aussi aux interactions entre micro-organismes et environnement, et en particulier s'intéresse à ce moment-là aux bactéries pathogènes, à l'écologie de ces bactéries pathogènes, en particulier quels sont les facteurs environnementaux qui vont modifier le développement ou favoriser le développement de ces bactéries pathogènes. Et donc, ils sont capables, par leurs compétences, de faire des diagnostics environnementaux et ont ainsi, entre autres, un rôle de surveillance, et en particulier de la surveillance de la qualité des eaux. Troisième équipe, laboratoire d'océanographie microbienne, travaille aussi sur les microbes. Dans ce cas-là, bactéries ou microalgues, en grande partie la même famille de microalgues que celle qui est étudiée sur d'autres thèmes par le biome dont je vous ai parlé il y a peu de temps. Et là, les questions qui se posent sont: quels sont les facteurs de l'environnement qui régulent ces fonctions microbiennes? De quelle manière la biogéochimie des océans influe-t-elle sur la diversité microbienne? Mais il se pose également d'autres questions du type est-ce que ces micro-organismes peuvent être, par exemple, un moyen, disons, utilisé pour dégrader les polluants? Et ça, vous avez eu un exemple présenté par Jean-François Géglion lors de sa dernière conférence en décembre, lorsqu'il a évoqué le rôle éventuel des bactéries dans la dégradation possible des microplastiques, qui sont un problème important, comme vous le savez. Cette équipe se pose également la question de quelle production de composés d'intérêt pourrait-on faire, et quels sont ces mécanismes de production et comment les réguler. Par exemple, on peut penser au biofuel que l'on peut obtenir à partir de microalgues ou d'algues. Ces équipes travaillent donc en génétique, physiologie, écologie microbienne, biogéochimie, sur ces deux types de micro-organismes. L'unité est composée de 35 chercheurs ITA et 9 doctorants. Enfin, l'équipe laboratoire d'éco-géochimie des environnements benthiques, comme son nom l'indique, il s'intéresse aux écosystèmes benthiques, et en particulier à ces écosystèmes qui sont extrêmement riches face à notre station marine, qu'ils aillent depuis la zone littorale au pied des Alberts jusqu'aux profondeurs du canyon de la Casutier. Mais ce ne sont pas les seuls écosystèmes sur lesquels ils travaillent, puisqu'en fait ils travaillent sur l'environnement benthique un petit peu dans toutes les mers de la planète. Et ils s'intéressent en particulier aux environnements extrêmes, et justement c'est de cela que Stéphane Ourdès vous parlera dans sa prochaine conférence au mois de mars sur ces choses de profondeur. Catel, il y a quelques années, je crois que c'était en décembre 2017, était justement venu vous présenter une partie des travaux de cette équipe qui s'intéresse, qui travaille sur la dynamique des communautés benthiques et sur leurs fonctions. Et elles vous avaient expliqué quelles étaient leurs approches de modélisation, d'observation, puis d'expérimentation pour vérifier leur modèle. Les compétences qu'ils ont, les connaissances qu'ils ont sur ces écosystèmes benthiques leur permettent bien sûr d'étudier quel pourrait être l'impact des perturbations actuelles, qu'il s'agisse de perturbations de type changement climatique ou encore de perturbations dues aux pressions anthropiques. Et ils travaillent en particulier sur les coraux. Et vous savez qu'actuellement il y a un gros problème avec le blanchiment des coraux qui touche beaucoup de zones coralliennes sur la planète. Et ils travaillent sur cette question-là également. Ils peuvent être également appelés comme experts pour étudier par exemple l'impact de nouvelles technologies sur le milieu marin, comme par exemple ici l'impact que pourrait avoir l'implantation de systèmes éoliens en mer. Voilà, donc de l'écologie, de la conservation.
Je terminerai juste par vous dire qu'en fait, ces équipes se retrouvent sur un certain nombre de thèmes, qu'on appelle des thèmes fédérateurs, qui dans ce cas dépendent directement de la fédération de recherche. Et on y trouve en particulier une thématique autour de la toxicologie et de l'écotoxicologie marine. Pourquoi ? Eh bien parce que, bon, vous avez vu que l'unité par exemple de biologie des organismes marins travaille sur un panel d'organismes marins qu'ils peuvent proposer justement pour étudier l'impact de différents types de contaminants comme pesticides, herbicides, perturbateurs endocriniens, microplastiques ou encore nanomatériaux pour ce qui me concerne. Étudier cet impact sur un éventail de modèles est plus intéressant que de s'adresser à une seule espèce. Un autre de ces thèmes est rythme et cycle en milieu marin méditerranéen. Et je me citerai donc comme exemple de leur activité. Elles ont l'année dernière participé à une collecte, organisé une collecte de matériel au niveau de la bouée Solin, à la fois sur la colonne d'eau et les sédiments, pour un inventaire des populations bactériennes, phytoplanctoniques et de la macrofaune. Ceci justement afin d'étudier quelles étaient les variations de ces populations, tant lors des rythmes circadiens, c'est-à-dire lors de l'alternance jour-nuit, que lors des variations saisonnières, et essayer de comprendre quels étaient ces mécanismes et comment les populations pouvaient anticiper ces changements au niveau de l'environnement. Enfin, vous avez pu remarquer que interaction et symbiose sont des mots-clés qui interviennent dans plusieurs équipes, et donc interaction et symbiose dans le monde vivant est un thème qui fédère des activités de recherche dans ce laboratoire. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit parcours pour vous montrer dans quel cadre ces étudiants, ces doctorants travaillent, et maintenant on va pouvoir les écouter. Donc aujourd'hui c'est une session de ma thèse en 180 secondes. Vous savez peut-être que ce concours existe dans différents pays. Pour ce qui est des pays francophones, en fait il rassemble effectivement le Canada, la Suisse au niveau international. Les étapes sont les suivantes: sélection d'abord au niveau régional, puis ensuite au niveau national, et s'ils sont talentueux, ils vont jusqu'au niveau international. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire ceci et de vous présenter au niveau de l'Observatoire et de vous présenter quelques-uns des doctorants qui font cette recherche au niveau de l'Observatoire. Alors, ce que vous allez être amené à juger, en fait, ou à évaluer, c'est leur talent d'orateur, leur concision, la capacité qu'ils ont à vulgariser, à vous faire comprendre quelle est leur thématique de recherche, comment, en fait, ils font passer leur message, s'ils vous intéressent, et aussi quelle est la qualité de leur diapositive. Ils ont 3 minutes pour vous exposer leurs travaux ou leur sujet de thèse. Vous savez que les thèses en fait s'effectuent en plusieurs années, en général de 1 à 3 ans, voire 4. Les étudiants qui vont vous présenter sont en première, deuxième ou troisième année, je crois. C'est essentiellement première et deuxième année. Voilà, dont certains d'entre eux ont commencé depuis pas très longtemps, puisque en fait l'année universitaire commence en octobre. Donc, nous allons nous organiser comme ça. Nous avons un gardien du temps ici qui est chargé de démarrer le chrono lorsque le candidat lui fait signe, et ils vont passer un par un. Je vous avais collecté un petit papier à l'entrée. Vous allez donc écouter ces 6 candidats les uns à la suite des autres et faire votre vote en fonction des critères que je vous ai donnés. Pendant que vous ferez votre vote, et donc à l'issue de la présentation de l'ensemble de ces doctorants, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Quand on aura terminé, on remettra le premier prix du jury, voilà, qui est 2 places aux déferlantes. Voilà. Voilà. Donc, j'appelle le premier candidat, Léo Michel. Il est étudiant dans le bio. En fait, l'ensemble de ces étudiants travaillent dans la première des unités que je vous ai présentée, biologie intégrative des organismes marins.
Son directeur de thèse est Sylvie Mazan et il est en première année. Le titre de sa thèse est « Caractéristiques ancestrales des horloges abénulaires chez les gnatostomes, caractérisation chez la petite roussette, Silurpinus canicula ». Bonsoir à tous. Vous l'avez sûrement remarqué en arrivant, la nuit tombe. Et ce que je peux vous garantir, c'est que demain, le soleil va se lever. Alors vous allez me dire, merci d'être venu. Cependant, ces informations elles sont cruciales pour le système qui m'intéresse et qui sont les horloges biologiques. En effet, nous évoluons dans un environnement rythmique constitué d'une alternance de jour, de nuit, mais également des variations de température ou encore d'activité physique. Afin d'anticiper ces changements rythmiques de l'environnement, les êtres vivants ont développé un système dit d'horloge circadienne, c'est-à-dire d'environ 24 heures. C'est ce système qui permet notamment de réguler le cycle d'éveil et de sommeil chez nous. Preuve en est que si vous allez passer quelques jours dans une grotte, sans montre et sans information lumineuse, vous allez continuer à vous endormir à peu près aux mêmes heures que chez vous. Mais cet exemple n'est pas forcément parlant pour tout le monde, prenons-en donc un autre. Si vous effectuez un voyage à l'étranger, vous allez donc être sujet au phénomène de décalage horaire. En effet, vous êtes sur un fuseau horaire différent, mais votre horloge biologique est toujours réglée à l'heure française. Vous allez donc vous endormir et vous réveiller un peu à n'importe quelle heure. Cependant, au bout de quelques jours, vous allez pouvoir remettre les pendules à l'heure, et ce, grâce à des oscillateurs moléculaires au niveau du cerveau. Ils vont permettre de vous recaler sur l'environnement dans lequel vous êtes. Ces systèmes d'horloge circadienne ont été majoritairement étudiés chez l'espèce préférée des chercheurs, la souris, mais également chez un poisson, le poisson zèbre. Et on retrouve de nombreuses différences dans la régulation de ces systèmes entre ces deux espèces. Il a de plus été démontré que des horloges circadiennes étaient présentes chez des poissons cavernicoles, qui n'avaient donc aucun accès à la lumière. Ainsi, on est en droit de se poser la question de savoir comment est-ce que ces systèmes d'horloge se sont diversifiés au cours de l'évolution. C'est dans ce cadre que s'inscrit mon projet de thèse, puisque nous nous intéressons aux diversifications donc, de ces horloges circadiennes, en nous intéressant à une espèce de requin, la roussette. En effet, cet animal a le bon goût d'avoir conservé des caractéristiques génétiques ancestrales, et son étude permet donc de mieux comprendre les bases de ces systèmes d'horloge circadienne à l'échelle des vertébrés. Les premiers résultats de ma thèse suggèrent d'ailleurs la présence de ces horloges cérébrales au niveau chez la roussette. La compréhension de ce système d'horloge circadienne est important aujourd'hui puisque nous ne sommes plus uniquement soumis aux variations lumineuses naturelles, mais également à des lumières artificielles que nous avons créées. Et leur étude permet donc de mieux comprendre l'impact que ces lumières artificielles pourraient avoir sur notre organisme, comme par exemple des troubles du sommeil ou autres pathologies. Merci. Merci Léo, parfaitement dans les temps, n'est-ce pas? Gardien du temps. S'il dépasse, vous entendrez la sonnerie. Merci Léo. J'appelle le deuxième candidat, Maxence Lanoiselet. Maxence est également étudiant au bio. Sa directrice de thèse est Sylvie Mazan, également. Et lui est en deuxième année. Le titre de sa thèse est le suivant: Origine des asymétries du cerveau antérieur chez les vertébrés. Caractérisation des réseaux génétiques contrôlant la formation des asymétries épithalamiques chez la roussette et la lamproie. Bonsoir à tous. Je suis sûr que vous avez déjà tous observé qu'il y a une très grande diversité de formes de vie, de morphologie au sein des vertébrés. En effet, on est loin de ressembler à un éléphant, une girafe ou encore à un poisson. Et pourtant, nous partageons des organes en commun, comme le cœur, le cerveau ou encore les yeux, mais qui présentent des différences propres à chaque espèce. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces différences sont apparues au cours de l'évolution ? Comment les mécanismes responsables de la formation de ces organes se sont diversifiés
tout au long de l'évolution. C'est dans ce grand thème que mon projet de thèse s'inscrit. Nous nous sommes concentrés sur une région du cerveau qui s'appelle l'épithalamus. Cet organe est impliqué dans des comportements, dans plusieurs comportements, notamment des comportements liés à la récompense, comme chez ce bébé, chez qui les jouets ne suffisent déjà plus. Cette structure est asymétrique, c'est-à-dire qu'elle présente des asymétries entre la partie gauche de l'organe et la partie droite, de multiples façons, et notamment en termes de taille. Ces asymétries se retrouvent chez la plupart des vertébrés. Et des travaux ont montré qu'elles étaient indispensables à notre capacité d'analyser les informations provenant de notre environnement, comme la vue et l'odorat, et à notre capacité de moduler notre comportement en réponse à ces informations. En effet, suite à la réception d'une odeur répulsive ou à la vision d'un prédateur, nous allons adopter de différents comportements, comme celui de fuite ou celui de tétanie. Mon sujet de thèse consiste donc à comprendre comment les asymétries épithalamiques se forment et comment les mécanismes responsables de leur formation se sont diversifiés au cours de l'évolution. Pour cela, on a sélectionné 2 modèles, donc comme mon collègue le petit requin, la roussette, on appelle également la saumonnette, et la lamproie. Ces 2 organismes présentent également des asymétries, mais qui sont bien plus importantes que chez l'homme. Mon sujet de thèse est donc de comprendre comment ces asymétries se forment chez ces 2 organismes, pour ensuite les comparer avec d'autres organismes vertébrés, et ainsi comprendre comment ces mécanismes se sont diversifiés au cours de l'évolution. Merci pour votre attention. Merci Maxence. J'appelle la candidate, la 3e, Mathilde Scheffler. Mathilde est dans l'équipe qu'anime Yves Desdevises, son directeur de thèse. Elle est en 2e année de thèse et le titre de sa thèse est « Déterminant de la spécificité des ectoparasites de téléostéens méditerranéens au rôle du microbiote externe ». Donc, bonsoir à tous. En ce qui me concerne, je travaille sur les parasites, et plus particulièrement sur les parasites de poissons de la baie de Banyuls. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas tous les mêmes parasites sur tous les poissons. Et s'il n'y a pas les mêmes parasites sur tous les poissons, pourquoi on va retrouver certains parasites sur certains poissons et pas d'autres? Eh bien, la première chose à savoir, c'est qu'il y a des parasites spécifiques et des parasites généralistes. Un parasite spécifique, c'est comme quelqu'un qui ne voudrait manger qu'un seul type de plat ou un seul type de poisson par jour. Alors qu'un parasite généraliste, c'est comme une personne qui pourrait manger différents types de plats par jour, différents types de poissons. Une deuxième question se pose alors, mais pourquoi est-ce qu'on a des parasites qui sont plus compliqués que d'autres? Eh bien, la réponse se trouve à la surface du poisson. Qu'est-ce qu'il y a à la surface du poisson? Des écailles, des nageoires, la substance un peu gluante qui fait que le poisson nous glisse souvent entre les doigts, mais à part ça, pas grand-chose. Eh bien, détrompez-vous, puisque c'est à la surface du poisson que se cache la solution. C'est dans cette substance que se cache la solution, ça s'appelle le mucus, et il y a des millions de bactéries dans ce mucus. Et en fait, les parasites seraient attirés par des molécules sécrétées par les bactéries à la surface du poisson. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, imaginez que le parasite cherche un restaurant. C'est comme vous, certaines personnes vont préférer un seul type de plat ou un seul type de restaurant, alors que d'autres vont se laisser tenter par différents plats ou différents restaurants. Comment vous allez choisir votre restaurant? Vous allez regarder la carte, vous allez comparer les prix, ou demander l'avis à vos amis, etc. Et en fait, toutes ces informations sont émises par des molécules que sécrètent les bactéries à la surface du poisson.
Et en fait, chaque poisson va avoir sa propre clientèle de parasites. Et cette clientèle, elle est liée à la composition en bactéries à la surface du poisson. Donc, ma thèse consiste à identifier toutes les bactéries qui se situent à la surface du poisson et de déterminer leur rôle dans l'interaction entre le parasite et le poisson. Donc, chaque poisson va présenter une clientèle différente et c'est en fonction de ces molécules que le parasite va s'attabler ou non. Donc, la prochaine fois que vous allez en mer, sauvez une dorade et essuyez-la. Merci Mathilde. J'appelle Lidvina Meister-Blanco. Lidvina est en 2e année de thèse. Son directeur de thèse est Hector Escriva. Et elle va nous parler de son sujet favori, évolution de la somitogénèse chez les chordés et apparition de la tête chez les vertébrés. Bonsoir. Notre corps humain est composé de plus de 600 muscles, 639 pour être exact. Nos muscles nous permettent de courir, sauter, marcher. Ce sont les muscles de mouvement. Cependant, les muscles ne servent pas qu'à faire joli sur la plage. Ils nous permettent également de se tenir droit et de respirer. On ne se rend pas compte à quel point les muscles travaillent durant tout le jour et même durant la nuit. C'est un effort de chaque instant. Sans les muscles à la base de notre nuque, notre tête tomberait. Ça vous dirait de regarder vos pieds toute votre vie ? Eh bien, pour cela, il y a les muscles à la base de notre cou qui permettent de tenir notre tête droite. Et pour ma thèse, je me suis particulièrement intéressée au développement de ces muscles. En effet, ils n'apparaissent pas comme ça. Ils apparaissent sous la forme de petites boules que l'on appelle somites. Et ces somites sont les unes au-dessus des autres, de la plante de notre pied jusqu'au niveau du cou. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on n'a pas de somites dans la tête. Alors la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas de somites dans la tête alors qu'on a des muscles ? Et est-ce que tout le règne animal a la même organisation ? Et donc on a fait des recherches. Et on a trouvé un animal qui a la particularité d'avoir des petites somites dans la tête, l'Amphioxus. C'est un animal de 6 cm de long qui vit dans la mer, dans les fonds sableux, et qui nage par ondulation du corps. Et bonne nouvelle, on partage un ancêtre commun il y a quelques 500 millions d'années, pas très très longtemps quoi. C'est l'animal sans os qui nous ressemble le plus morphologiquement. Et donc on a eu une question d'évolution. Comment est-ce qu'on passe de ce petit animal, l'Amphioxus avec des somites dans la tête, à nous, êtres humains, sans somites ? Eh bien, pour cela, 2 hypothèses. La première hypothèse, une structure serait venue se rajouter au-dessus de la tête de l'Amphioxus, sans somites. C'est l'hypothèse de la nouvelle tête. Pour la seconde hypothèse, attention, accrochez-vous. Dans un premier temps, les somites de la tête de l'Amphioxus auraient disparu et une autre structure aurait changé de fonction pour faire les muscles de la tête. Et donc, durant ma thèse, je cherche à comprendre quelle est l'hypothèse valide. Pour cela, je regarde comment se développent les somites de l'Amphioxus, quels sont les mécanismes impliqués, quels sont les signaux qui permettent leur développement, et ensuite, je compare ça à l'humain. Et j'essaie tout doucement de dessiner l'histoire évolutive de la tête. Et puis, pourquoi pas répondre à cette question encore si mystérieuse, mais pourquoi on a une tête en fait ? Je vous prie d'excuser, c'est moi-même qui ai fait l'erreur. La diapositive, la bonne, c'était celle-ci, hein, très peu différente, mais elle était plus jolie. Rafat Choder. Rafat, en fait, est en 2e année de thèse. Il est sous la direction de Sébastien Larras. Et le thème qu'il va nous présenter aujourd'hui est le suivant. La formation du système nerveux périphérique ventral chez l'Amphioxus elacidie, aperçu de son origine au sein des chordés.
Imaginez que vous êtes en train de traverser la route et que vous voyez au loin une voiture arriver à vive allure. On est bien d'accord, votre premier réflexe sera de vous arrêter immédiatement. Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous réagissez ainsi à votre environnement? Eh bien, vous devez cela à votre système nerveux périphérique. En effet, comme son nom l'indique, c'est un vaste réseau de nerfs qui va se trouver en périphérie de votre corps et qui va être relié à votre système nerveux central, c'est-à-dire votre cerveau et votre moelle épinière. Et cela va permettre aux différentes informations motrices et sensorielles de circuler. Pour faire simple, c'est comme un grand réseau de transport. Si on imagine que notre corps est une ville, celui-ci serait traversé par une grande route principale, qui correspondrait à notre système nerveux central, et à partir duquel il y aurait une multitude de petites routes qui fait le lien avec les différents quartiers de notre ville. Un peu comme le système nerveux périphérique fait le lien avec les différentes parties de notre corps. Et moi, dans ma thèse, je m'intéresse à la construction de ces petites routes. Mais alors, qui va les construire? Eh bien, ça sera le rôle de différents gènes, un peu comme les ouvriers dans un chantier. Mais bien évidemment, ce n'est pas aussi simple que cela. Pour bien construire ces routes, il faut que toutes les normes soient respectées. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'architectes qui vont donner des instructions à nos ouvriers. Et dans mon cas, ces architectes, c'est ce qu'on appelle des voies de signalisation. Et ce sont eux qui vont réguler l'activité de mes gènes. Et ensemble, ils vont former ce qu'on appelle un réseau de régulation de gènes qui aura la lourde tâche de former correctement le système nerveux périphérique. Maintenant, imaginez que chez les vertébrés, donc le groupe dont l'homme fait partie, ce réseau soit une entreprise. Est-ce que les entreprises en charge de la formation du système nerveux périphérique chez d'autres organismes sont composées des mêmes employés, c'est-à-dire des mêmes ouvriers et des mêmes architectes? Eh bien, c'est la grande question de ma thèse. Concrètement, ce que je fais, c'est d'identifier le nom et le rôle de ces ouvriers, donc c'est-à-dire de mes gènes, mais aussi quel architecte ou voie de signalisation leur donne des instructions. Et comment je fais cela? Eh bien, sur le papier, c'est plutôt simple. Je vais faire une liste de mes différents employés de l'entreprise, et puis je vais les retirer, un à un, et je vais voir si mes routes se construisent correctement. Bien évidemment, cela, je ne vais pas le faire chez l'homme. Je vais utiliser deux organismes marins qui sont connus pour avoir un système nerveux périphérique. Il y a tout d'abord la CIDI, qui est cet organisme qui ressemble à un sac et qui est fixé dans l'eau, qui va la filtrer grâce à ses siphons. Et puis, il y a l'Amphioxus, qui est un tout petit organisme marin qui ne fait même pas la taille de votre petit doigt et qui préfère vivre enfoui dans le sable. Mais alors, pourquoi utiliser ces deux organismes? Eh bien, même s'ils n'en ont pas l'air, ils sont très proches des vertébrés, ce qui en font de très bons modèles pour étudier l'évolution de la formation du système nerveux périphérique. Donc au final, j'ai un peu le rôle d'un détective qui va chercher à comprendre comment se forme ce réseau de transport qu'est le système nerveux périphérique chez mes deux organismes d'études, tout en essayant de savoir si les acteurs sont les mêmes ou si ce sont différents gènes et voies de signalisation qui ont été recrutés afin d'aboutir à un système nerveux périphérique fonctionnel. Mais le plus intéressant, c'est qu'en fonction de l'organisme, ce système nerveux périphérique ne sera pas forcément identique. Merci Raphaël. Et enfin, Julie Thomy. Julie est en première année de thèse, son directeur de thèse est Nigel Grimsley, et le titre de sa thèse est Génomique fonctionnelle de la résistance des algues marines Ostreococcus au prasinovirus. Bonsoir à tous. Vous êtes déjà sûrement demandé d'où provenaient l'oxygène et le gaz carbonique présents dans l'atmosphère. Eh bien, contrairement à ce que l'on peut penser, ce ne sont pas uniquement les forêts et les végétaux terrestres qui les produisent. En effet, dans les océans, il y a aussi le phytoplancton. Bien que méconnu du fait de son invisibilité, il représente le deuxième poumon de notre planète. Alors, qu'est-ce que le phytoplancton? Ce sont des algues microscopiques composées que d'une seule cellule et qui sont retrouvées à la surface de l'eau. Le phytoplancton a un rôle majeur puisqu'il est capable de produire plus de la moitié de l'oxygène atmosphérique en consommant la moitié du gaz carbonique. Le phytoplancton est donc indispensable à la vie sur Terre. Cependant, il existe dans les océans d'autres entités biologiques encore plus nombreuses et plus diversifiées et qui ont un impact sur la mortalité du phytoplancton. Et ce sont les virus. Alors non, je vous arrête de suite, ils sont totalement inoffensifs pour l'homme. Mais le plus surprenant, c'est que ces virus ont des caractères morphologiques très similaires au virus de l'herpès chez lui-même. Alors je suppose ici que tout le monde, vous avez déjà attrapé un rhume ou un bouton de fièvre. Et lorsque vous allez chez le médecin, il vous diagnostique donc une maladie virale et donc provoquée par un virus.
Bien, le phytoplancton, lui, c'est pareil. Non, lui, il ne va pas aller chez le médecin, se faire diagnostiquer quoi que ce soit. Il va tout simplement mourir de cette infection, puisqu'il est composé que d'une seule cellule, contrairement à nous. En effet, nous sommes composés dans notre corps de cellules dites immunitaires qui sont capables de nous protéger tout au long de notre vie. Eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, il a été découvert dans les laboratoires qu'une infime proportion des cellules du phytoplancton était là aussi capable de résister à l'infection virale. Nous avons alors émis l'hypothèse que le phytoplancton aurait lui aussi son propre système immunitaire. Cependant, de nombreuses questions concernant les mécanismes de résistance du phytoplancton restent à élucider. Et c'est ce dont je vais essayer de résoudre durant ma thèse. L'objectif de ma thèse va donc être d'identifier et de caractériser les gènes impliqués dans l'interaction du virus et du phytoplancton. Comment faire? En science, un des moyens les plus utilisés pour étudier la fonction d'un gène, c'est le supprimer. Je vais alors essayer d'inactiver le plus de gènes possible, sans tuer le phytoplancton, et ainsi rendre cette proportion de cellules qui étaient résistantes sensibles au virus. Les études sur les interactions virus-phytoplancton sont cruciales, puisque, rappelez-vous, le phytoplancton est à l'origine de toute vie sur Terre. Alors, faisons tout pour le préserver. Merci. Donc bravo à tous ces doctorants. À vous maintenant, un petit vote. Alors, où est notre étudiante désignée pour aller collecter là-bas? Donc, vous avez reçu chacun une petite bandelette de papier. Sur cette bandelette sont marqués les noms des 6 doctorants. Et donc, vous en choisissez un seul et vous mettez le nom dans la petite boîte. Pendant ce temps, donc, je vais appeler nos 6 doctorants à se lever, à venir ici. Et vous pourrez leur poser pendant ce temps-là toutes les questions que vous souhaitez. Au cas où vous n'auriez encore pas compris un certain nombre de choses, au cas où vous voudriez des précisions, voilà, n'hésitez pas. Alors je suis sûre qu'en fait les questions vont fuser. Hein. Non ? Pas de main levée pour retour de... Pardon ? Ah oui, il faut les remettre dans l'ordre. Bon, alors le premier c'était... Donc de droite à gauche. Voilà. Ils sont dans l'ordre. Donc je rappelle. Léo, je pointe. Léo, Maxence, Mathilde, Lidvina, Rafal et Julie. Voilà. Donc vous vous souvenez, ici, vous avez la roussette et la petite lamproie, les problèmes d'asymétrie dans certaines structures, les horloges. Ici, vous avez des questions sur les parasites qui vont affecter les bulles de vos poissons. Attention quand vous les essuyez pour les mettre sur vos assiettes. Ici, vous avez Lidvina qui vous explique pourquoi elle est aussi jolie tête. Rafat qui nous a présenté en fait en Fluxus et donc les travailleurs qui travaillent dans l'industrie pour organiser bien les bonnes routes chez cet organisme. Et enfin, Julie qui vous a montré comment le phytoplancton était important et comment les interactions avec les virus pouvaient être étudiées sur cette famille d'organismes. Bon, oui. Oui, j'ai précisé qu'effectivement, il fallait voter pour une seule personne. C'est difficile, hein. Je ne vais pas participer au vote, mais je crois qu'à votre place, je trouverais ça extrêmement difficile. Enfin, il faut le faire, hein. Voilà. Bon. Quelques questions. Non, pas de questions. Si. Donc tout le monde est concentré sur le vote, en fait. On va passer la boîte carrément. Oui. Voilà. Moi, j'avais peut-être démarrer l'histoire. En fait, tu parles d'asymétrie dans l'hypothalamus, en fait. Tu dis que ces asymétries se trouvent dans plusieurs espèces, en fait. Tu peux préciser un petit peu, en fait, pour savoir chez quelles espèces on les trouve, ou bien où elles disparaissent? Merci. Léo, te donne le regard.
Eh bien, oui, on les retrouve chez nous, déjà pour commencer. Chez l'homme, c'est présent. Il y a une toute petite asymétrie entre la gauche et la droite. Et en termes de taille, après, il y a d'autres types d'asymétrie qui concernent les connectivités neuronales, le type cellulaire aussi qu'on retrouve. Donc, il y a plusieurs asymétries et on les retrouve donc chez l'homme, on les retrouve chez la souris évidemment, et on les retrouve également chez un petit poisson, le poisson zèbre, et donc chez la roussette et la croix. Donc je passe tous les vertébrés qui ont ces asymétries, parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà pour les modèles les plus étudiés pour la question. Qu'est-ce qui conduit au droitier et gaucher? Pardon? Qu'est-ce qui conduit au droitier et gaucher? Il n'y a pas de lien évident pour le moment par rapport à ça pour l'épithalamus en tous les cas. Une question par là. Oui. Je voudrais demander à Léo, que veut dire abénaculaire? Pardon? Que veut dire abénaculaire? Abénulaire. Abénulaire. En fait, c'est le même organe sur lequel travaille Maxence, c'est les abénulas qui font partie de l'épithalamus, donc cette région du cerveau qui est asymétrique. Et en fait, cette région du cerveau exprime des horloges. Moi, c'est pas une question, c'est une impression. Quand je suis venu ici, j'ai vu les titres, j'ai dit, oh là là, ça va être difficile, il va y avoir personne. Je vois que la salle est pleine. Et je suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai relativement bien compris tous les doctorants. C'était très simple. Je pensais que ça serait très technique. J'ai assisté à des thèses plutôt du côté médical et du côté économique. Et moi, je voulais simplement féliciter l'ensemble des doctorants, que c'était remarquablement bien expliqué et simple. Voilà, c'est pas une question, je suis désolé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et ils ont bien travaillé. Je voudrais juste rajouter par rapport à monsieur que ça en fait des écritures très difficiles à comprendre et des sujets très très intéressants. Merci à vous. Oui, on peut sortir. D'autres questions? Non? Si. C'est une question très courte que je vais vous poser. Vous avez répété longtemps, entraîné longtemps, pour tenir 3 minutes et choisir les mots, les bonnes phrases pour faire le chrono. Merci. Si chaque phrase est presque calculée, et 3 minutes pour vous expliquer nos sujets très très complets, c'est un vrai challenge. Donc on a pas mal travaillé, répété, il faut avoir presque un script tout fait. Enfin, voilà, donc c'est assez difficile. Il faut aussi les féliciter pour s'être mobilisés. Enfin, en tout cas, moi je le fais. Parce que bon, vous avez quand même remarqué qu'ils sont nombreux quand les doctorants, j'ai pas fait la somme au laboratoire. Et bon, ils ne sont pas sélectionnés, ce sont ceux qui se sont volontairement présentés. Et donc c'est très bien d'avoir fait cet effort. Bon, arrêtons un petit peu de les... D'autres questions? Des questions? Oui. Moi, je voudrais savoir si on n'a pas de summit, comment elle tient à notre tête. Si on n'a pas de summit, comment tient notre tête? Les somites sont des structures embryonnaires, c'est-à-dire qu'elles finissent par disparaître lorsqu'on sort du ventre. Et bien, en fait, c'est ces structures embryonnaires qui vont s'étendre au niveau de la tête et permettre de faire tenir la tête notamment. C'est-à-dire qu'il y a des somites à la base du cou qui vont faire les jonctions et qui vont permettre de tenir notre tête au cours du développement. Les muscles des mâchoires, ils ne sont pas dans la colonne. Exactement. Et du coup, c'est la principale question
de ma thèse, c'est comment elles ont fait, alors qu'il n'y a pas de somite à l'origine, d'où elles viennent en fait. Concernant l'horloge biologique, quand un humain, on l'enferme dans une grotte pendant très longtemps, au bout d'un moment, il perd totalement ses repères jour-nuit. Ça va un peu à l'inverse de ce que vous avez expliqué. C'est juste une question d'élève, je n'ai pas la réponse. Alors c'était pour simplifier, parce qu'en effet, l'horloge biologique, on dit qu'elle est entraînable. Ça veut dire que là, vous êtes habitué au rythme de Van Huls et vous avez votre rythme à vous par rapport à la lumière du soleil, par rapport à la nuit. Et j'ai parlé donc d'aller faire un tour dans une grotte. C'est parce que c'est une expérience qui a été faite avec un homme volontaire, bien sûr, qui donc est en fait allé dans une grotte. Il avait donc pas d'idée de l'heure, il avait aucune information lumineuse de la part du soleil. Et c'était en fait pour savoir si son rythme était vraiment de 24 heures, et est-ce que c'était vraiment ancré, ou est-ce qu'il fallait, est-ce qu'on avait besoin du soleil pour faire ça. Et donc effectivement, sur les premiers jours, le rythme est maintenu, mais au bout d'un moment, on a quand même besoin de se synchroniser avec l'environnement. C'est ce que je racontais par rapport au décalage horaire. On a besoin de ces informations lumineuses pour se synchroniser. Et donc au bout d'un moment, on va avoir ce qu'on appelle un décalage, en fait. Et il va effectivement perdre ce rythme jour-nuit, petit à petit. Voilà. Mais il va garder un rythme. La question de la dame, c'était de savoir s'il allait garder son rythme quand même. En fait, on assiste juste à un décalage de ce rythme de 24 heures, petit à petit. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va être déphasé. Et par exemple, si vous considérez qu'il est 8h du matin, pour lui, internement, c'est 8h du soir. Et au bout d'un moment, l'expérience s'est arrêtée parce que sinon, ça aurait pu mettre sa vie en pain. Il aurait eu des problèmes de santé plus graves. Oui, c'est une expérience qui a duré 3 semaines au moins, non? C'était avec Michel Cyr, je crois. Oui, c'est ça. Cyr, voilà. Oui. Ouais. 3 semaines, ça a duré ou... Il me semble, je n'ai plus le nom en tête, mais dans le nom. Ah, oui. On va continuer si vous voulez bien. Est-ce que vous savez comment ils gèrent ça dans l'ISS? Pardon? Est-ce que vous savez comment dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, ils gèrent une quantité, disons, continue de sommeil et d'activité, ou est-ce qu'ils les laissent faire? Alors j'en ai absolument aucune idée. Mais effectivement, c'est intéressant de noter qu'ils ont le soleil en permanence en fonction de l'orbite, ou alors la nuit en permanence. Donc il faut trouver un moyen de contrer ça pour pouvoir garder leur rythme. Est-ce qu'ils peuvent fermer les volets? Toutes les heures et demie, ils ont un coucher de soleil et un lever de soleil. Toutes les heures et demie. D'accord. Merci. C'est aussi la preuve. Pour les sommites, comment passe-t-on du métamère à la sommite? Une sommite, c'est un métamère, c'est-à-dire que c'est une unité. Voilà. Donc au niveau de l'évolution, on passe du métamère, au niveau de l'évolution, on passe, mettons, du métamère des annélides à la sommite de l'Amphioxus. Déjà c'est bien pour ça quand il faut qu'avance. C'est deux. Donc en fait, je reviendrai sur ce que j'ai dit. Une métamère, c'est une unité, et donc moi je m'occupe particulièrement du muscle, mais un métamère peut impliquer d'autres types de tissus, les os, etc., etc. Et donc donc déjà, l'Amphioxus et l'annélide ont tous les deux évolué séparément. Et l'Amphioxus est composé de métamères et l'annélide également. C'est juste que la composition et les tissus varient en fonction des organismes.
C'était clair? On fera intervenir un des directeurs de... Oui. N'étant pas spécialisée là-dedans, je ne peux pas du tout les aider, pardonnez-moi. Ni même, voilà. Nous n'avons pas de spécialiste de la question d'évolution. Non, derrière, personne n'intervient sur ce coup? Non. D'autres questions? Oui. J'aurais voulu savoir si des virus avaient décimé du phytoplancton. Si c'est connu, ça. Alors, si j'ai bien compris, vous demandez si ça a été les virus ont aurait fait disparaître, ça aurait décimé certaines espèces de phytoplancton. Est-ce bien la question? Pour commencer, c'est vrai que ça fait que 4 mois du coup que j'ai commencé ma thèse. J'ai commencé ma thèse. Donc après, c'est vrai qu'on sait que le phytoplancton, du coup, il est retrouvé donc à la surface de l'eau. Il est impliqué dans de nombreux mécanismes que j'ai pu vous parler. Et effectivement, grâce aux virus, c'est vrai que les virus, on dit qu'ils sont toujours méchants, mais c'est vrai que grâce à eux, ils vont donc attaquer donc le phytoplancton pour essayer de réguler en fait la population du phytoplancton, puisqu'on sait qu'il y a certains types de phytoplancton qui sont à l'origine, on appelle ça des blooms, qui sont toxiques dans les océans, même dans les eaux douces, toxiques pour donc les organismes marins, mais même pour nous. Et donc en fait, grâce aux virus, on a une régulation de la population du phytoplancton. Après, je ne sais pas s'il y a eu une extinction de certaines espèces chez les phytoplanctons. Je sais déjà que effectivement le phytoplancton, les virus régulent le phytoplancton. Voilà. C'est plutôt dans l'autre sens, quoi. Si quelqu'un veut apporter d'autres précisions. Positif. Non. D'autres questions? Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la remise des prix. Alors, qui a... Jackie, tu as compté. Raconte-moi. Premier prix. Premier prix du public, Lidvina. Deuxième prix du public, Julie. Troisième prix du public, Rafat. Après, je vais donc leur remettre les prix qui leur reviennent. Donc, le premier prix. Alors, place à récupérer pour tous après. Deuxième et troisième prix. Voilà. Et un petit lot de consolation pour... En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup aussi à vous d'être venus pour écouter ces doctorants. Et c'est vraiment très sympathique de voir que vous êtes intéressés par la recherche qui se fait à tous les niveaux au laboratoire. Donc encore merci.